la Fondation Res Publica et que je n'avais pas revue depuis 2005. On voit l'idée. Bon, vous voyez l'idée, nous sommes restés sur le même, Tout à fait. sur le même thème. Merci beaucoup. Est-ce qu'en hurlant comme ça va? Ouais. Parce que là, ça ne marche pas. Si, il marche. Ah, ben alors, Il marche provisoirement. quelqu'un lèvera peut-être la main si ça ne fonctionne pas, parce que rien n'est allumé là. Si, ça marche. Bon, si ça fonctionne. Merci beaucoup. Oui, j'ai présidé la Fondation Res Publica. Ça marche plus, c'est bon. Ouais, c'est bien ce que je dis. Si, il marche. Si ça fonctionne. Si, Voilà. rapproche plus près. Allô, oui, pardon, allô, ça va mal. C'est bon. Vraiment, là. Donc, je préside une fondation qui a été créée, fondée par Jean-Pierre Chevènement. C'est le point essentiel. La plupart d'entre vous, je pense, le savent. Et nous sommes donc inquiets et en vigilance sur la question européenne depuis déjà très longtemps. Alors pour revenir sur les propos d'Anne-Cécile, c'est pas amusant si on ne se critique pas. Un petit mot, l'Europe n'a pas été créée par le droit du tout. L'Europe a été créée par l'économie. Rappelez-vous le célèbre discours de Mendès France sur la double manière qu'il y a d'adhérer à une dictature, soit adhérer à des pouvoirs dictatoriaux, soit adhérer à une commission de technocrates. En l'espèce, il s'agissait, si vous relisez ce discours, il s'agissait de la libre circulation des biens et des échanges. Et ce que voulait Mendès France, qui était par ailleurs très européen, c'est très intéressant. Ce qu'il voulait réellement, c'était que la France, soit les États qui puissent au préalable négocier entre eux les conditions d'échange économique. Car, disait-il, la France, étant donné l'état de sa productivité, aurait du mal, même avec l'Italie, à pouvoir rivaliser sur la production de certains biens. Donc, c'est une créature économique. D'ailleurs, Jean Monnet ne pensait qu'économie. Comment le droit est-il venu se greffer là très tôt? Ça, c'est vrai. Mais il est venu se greffer là, je crois, parce que le meilleur porteur de l'idéologie du marché, du tout marché, c'est le droit, c'est la norme juridique. Parce qu'à la norme juridique, on ne peut pas opposer grand-chose, d'autant moins si cette norme juridique prend le pouvoir et finit par être telle que, pour les raisons qui ont déjà été analysées, on ne peut plus réellement la mettre en cause, sauf par une renégociation qui serait la porte évidente pour un grand État comme le nôtre. Donc ça c'est le premier point. On a commencé par l'économie, on est rapidement arrivé au droit. Aujourd'hui, nous sommes littéralement submergés par le droit. Submergés par le droit. C'est un véritable engloutissement. Le dernier acte, peut-être car on n'en voit pas d'autres, c'est lorsque tout récemment, dans un arrêt de 2024, soit novembre, quelque chose comme ça, la Cour de justice du Luxembourg, la Cour de justice européenne, a dit que les constitutions des États membres elles-mêmes, devaient être subordonnées au droit européen. C'est hallucinant, puisqu'il y a un principe international reconnu, c'est que les constitutions des États sont forcément supérieures aux traités. Nécessairement, il est impossible qu'il en soit autrement. Puisque c'est par leur souveraineté propre que les États décident d'adhérer à un traité. Il faut donc que ce soit constitutionnellement permis. Et d'ailleurs, dans notre pays, nous avons révisé la Constitution un certain nombre de fois, chaque fois que le Conseil constitutionnel, dans sa plus ou moins grande sagesse, a décidé qu'il fallait le faire, puisque les compétences qu'on s'apprêtait à reconnaître par le traité aux institutions étaient des compétences qui mettaient en cause des pans de notre souveraineté. Alors ça a commencé bien entendu avec Maastricht. Maastricht, j'y réfléchissais récemment, c'est finalement pas si grave que ça, parce que j'assistais de très près au débat de Maastricht, et à l'époque, ce qui se plaidait à droite comme à gauche, c'était le fait que les États gardent ce qu'on appelle en allemand la compétence de la compétence. C'est-à-dire que ce qu'un État délègue comme compétence, il peut toujours les reprendre. Et rien ne montre mieux la supériorité de la Constitution au traité. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher absolument à cette idée que oui, quoi que dise la Cour de Luxembourg, la Constitution de la France comme des autres États est nécessairement supérieure au traité. Il y a dans la Constitution ce que nous avons consenti du traité et il y a ce que nous n'avons pas consenti. Alors la question qui se pose naturellement, c'est celle du déferlement du droit par l'effet de la Cour de Luxembourg qui prend tous les jours des décisions qui sont des décisions, on aura à peine dire illégales pour les désigner, mais qu'aucun juge ne peut plus mettre en cause. Ça c'est la question, sauf si le juge le voulait. Et je vais revenir ici sur la manière dont les choses se sont passées. C'est malheureusement le Conseil d'État, institution à laquelle j'ai des raisons d'être particulièrement attaché, mais c'est malheureusement à cause du Conseil d'État
Quoi qu'il soit venu plus tard que d'autres juridictions à cette démission, c'est à cause du Conseil d'État que l'on est venu maintenant à assumer complètement la primauté du droit européen. Je cite des dates qui sont extrêmement connues. 1978, arrêt d'assemblée du Conseil d'État, Cohn-Bendit, les directives lient les États membres quant aux résultats à atteindre. Il appartient aux pays eux-mêmes de définir la manière dont ils mettront en application les directives. Qu'est-ce que nous trouvons chez le Conseil constitutionnel français, pourtant présidé par Pierre Mazot, un gaulliste à l'époque, en 2004, l'idée que c'est un devoir sacré de transposer les directives. Alors même que les traités, aujourd'hui comme hier, continuent de dire qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre, à l'État souverain de mettre en œuvre la directive de la manière qu'il juge appropriée. Donc plus grave encore que les règlements sont d'application directe, bon ça c'est le traité qui le veut, mais beaucoup plus grave est la question de la directive. Nous parlons ici de milliers de textes qui sont produits chaque année dans tous les domaines. C'est-à-dire qui régissent la vie nationale française, ce sont des milliers de textes produits tous les ans. Alors, comment est-on arrivé à une pareille subversion? Comment le Conseil d'État, depuis l'arrêt Cohn-Bendit de 1978, en est arrivé après l'arrêt Niccolo 1989, bien connu, consistant à accepter la primauté du droit européen, à accepter que le juge national, qu'il est lui-même, le juge suprême qu'il est, puisse contester au nom du droit européen la loi française, alors que la définition du Conseil d'État, y compris dans la Constitution, c'est qu'il est forcément soumis à la loi. Bon, ça, ce n'est pas un accident de l'histoire. Je pense que nous sommes dans un très vaste mouvement idéologique qui a conquis notre juridiction suprême comme il avait conquis d'autres acteurs de la vie publique auparavant, et sur laquelle non seulement le Conseil d'État n'est pas revenu, mais qu'il a accentué de plus en plus jusqu'à des arrêts récents. Il restera à savoir maintenant s'il mettra en application l'arrêt 2024 de la Cour absolument extraordinaire de la Cour de Luxembourg, consistant à dire que même la Constitution ne peut pas résister au droit européen. Ça, c'est tellement contraire à tous les principes que on ne sait que dire. Je ne peux pas imaginer pour ma part que le Conseil d'État accepte cela, mais on a vu tellement de choses qu'on peut en voir d'autres encore. Un dernier mot peut-être, si j'ai le temps, pour dire que le déferlement des règlements, des directives et même des actes européens qui ont un statut un peu pas tout à fait bien défini, se lie à l'intrication des compétences européennes. Parce que tantôt nous sommes dans une compétence précise qui a été octroyée par les traités, tantôt nous sommes dans des compétences plus floues. Par exemple, les politiques de cohésion nationale qui, d'après le dernier traité de fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être prises en main par la Commission si les États n'ont pas décidé, subsidiarité, eux-mêmes, de les mettre en œuvre. Par exemple, en matière de logement. Un jour, peut-être, nous verrons que l'éducation sera aux mains de la Commission européenne. Nous n'en savons plus rien. Un mot justement sur la Commission. La Commission est la structure même d'où émane toute la bureaucratie européenne fondée sur le droit, c'est-à-dire les règlements, les directives. C'est aussi le lieu où se rencontrent tous les lobbies qui sont extrêmement puissants auprès d'elle et qui inspirent largement les textes qu'elle édicte. Et tout cela crée un ensemble dans lequel, me direz-vous, et je finirai plutôt là-dessus, les gouvernements auraient leur mot à dire. Alors les Allemands ont plusieurs fois dit leur mot. La Cour de Karlsruhe, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, a depuis les années longtemps, depuis 1989, mis des freins au droit européen. De toute façon, au moment de Maastricht, l'Allemagne a révisé sa constitution pour dire qu'il y a des choses que le droit européen ne pourra jamais nous imposer, notamment le déficit budgétaire. Et il y a aussi il y a d'autres arrêts, on ne peut pas y revenir maintenant, mais la Cour de Karlsruhe a dit plusieurs fois, Zolang, aussi longtemps que le droit fondamental européen ne sera pas calé sur le droit équivalent au droit allemand, nous pourrons rester au droit national. La France n'a jamais rien dit de la sorte. La manière dont j'ai critiqué tout à l'heure le Conseil d'État, qui a mis des années à se plier à cette sorte d'auto-injection de la subordination au droit européen, mais que dire du Conseil constitutionnel qui n'a jamais rien fait? Rien, au contraire, si ce n'est reconnaître un certain nombre de faits de supériorité qui n'étaient pas du tout tenus de reconnaître. Il était tout à fait libre. Alors nous pourrions d'ailleurs regarder du côté de la révision constitutionnelle,
pour le dire en termes rapides, nous pouvons très bien, par une révision constitutionnelle, dire plusieurs choses. D'abord que le juge national suprême, qui est le Conseil d'État, doit s'en tenir à la loi nationale, c'est une manière qu'on peut très bien faire. On peut aussi revoir les articles liés à nos engagements internationaux en disant qu'il y a une vérification qui doit être faite de l'adéquation entre les règles qui nous sont imposées par les instances européennes et la Constitution elle-même en tant qu'elle n'a pas été modifiée par les traités. C'est tout à fait possible. On peut très bien le faire en matière, j'ai moi-même milité, j'ai lancé une pétition il y a quelques années sur l'inscription des services publics dans la Constitution. Ça peut très bien marcher pour l'avenir. Pas pour le passé, mais pour l'avenir. On peut très bien dire dans la Constitution, nous désirons qu'il y ait un opérateur public national en matière d'énergie, de transport notamment, pour le cas où. Eh bien, ça prévaudra normalement sur le traité. Il ne peut pas en être autrement, ou alors nous vivons sur une autre planète. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Peut-être un dernier mot? Non, ça sera tout. Je rajouterai peut-être d'autres observations de toute façon, plus tard dans la discussion. Dans le débat. Voilà. Merci.